Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un certain nombre d'indications quantitatives sur toutes ces techniques euh, d'oncofertilité aujourd'hui? Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à avoir une idée de combien sont faits de prélèvements. Il commence à être colligé au niveau national, donc on n'a pas forcément beaucoup d'idées. On sait que, grosso modo, c'est 14 000 patients, hommes-femmes confondus, on va dire moitié-moitié, hommes-femmes, qui sont des candidats potentiels à une préservation de la fertilité chaque année. Si on se dit qu'on en a, C'est un chiffre conséquent. c'est un chiffre vraiment conséquent. Donc il y a les enfants là-dedans, il y a des adultes, mais donc ça représente quand même une grosse quantité de patientes, et là on est strictement sur la France. Donc ça veut dire vraiment une discipline qui va se développer, parce que là on est là aujourd'hui pour parler du cancer, mais ça se développe même au-delà du cancer, dans des maladies même bénignes, qui vont, de par leur histoire naturelle ou du fait des traitements qu'elles vont induire, nécessiter vont pouvoir impacter négativement sur la fertilité. Donc on va être finalement envahi par cette préservation de la fertilité, qui est même d'ailleurs discutée maintenant au niveau sociétal, pour des femmes qui veulent juste repousser leur projet de maternité, qui veulent mettre de côté, sans avoir de motif médical, des ovules pour pouvoir se donner toutes les chances et finalement devenir un peu l'égal de l'homme, en ne subissant pas les effets délétères, les effets délétères de l'âge. Mais si on se dit qu'on voit grosso modo 60% des patients, on est sans doute à peu près dans le vrai. En tout cas, nous ici, sur l'hôpital Jean Verdier, je peux vous dire on voit 800 patientes à peu près sur l'année, En en oncofertilité. femmes exclusivement, Pour l'oncofertilité. pour l'oncofertilité, 800. ouais, aujourd'hui. Un chiffre conséquent aussi, c'est un chiffre important. C'est un chiffre important. Et pour les hommes, autant? Pour les hommes, un petit peu moins. Alors, c'est plus développé. C'est plus développé sur le territoire. Du coup, Oui. c'est beaucoup plus séparé. Donc, on en Oui, voit donc sans vous êtes doute un un petit centre peu moins. spécialisé, donc aussi en oncofertilité féminine. Alors, il y a du masculin qui est fait par l'intermédiaire des sécos. Donc ça, c'est relativement développé. Le Vous sécos pouvez de juste... janvier. C'est ce que c'est? moi, je sais ce que c'est, mais c'est peut-être Ouais. important de Ouais. préciser. C'est un terme qu'on voit régulièrement. Les sécos, en fait, finalement, sont les banques où sont congelés, que ce soit les ovules ou les spermatozoïdes. Ce sont les centres d'études de conservation des œufs et du sperme. Ce sont des entités qui ont été créées sur l'ensemble du territoire pour pouvoir colliger justement les données, pour pouvoir conserver avec des politiques extrêmement strictes quant à la congélation, quant à la restitution, avec des consentements extrêmement pointus et des relances sur les patients, avec des prises d'informations et des demandes annuelles du devenir qu'ils veulent donner à tout ce qui a été congelé, donc ce qui permet d'avoir aussi des contacts réguliers avec ces patients. Avec des règles d'éthique extrêmement strictes. Aujourd'hui extrêmement strictes, alors qui sont modulées avec les révisions de loi de bioéthique régulièrement, mais qui sont de toute façon, tout rentre dans le cadre de la loi, ça c'est une certitude. D'ailleurs, vous avez un centre sécos dans Ouais. votre service. On est sécos également. Exactement. Ouais. Et donc, sur ces 800 femmes que vous voyez, vous avez un recul maintenant, vous avez une... ça fait quelques années maintenant que vous êtes le spécialiste de cette oncofertilité féminine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une vision, enfin une vision, vous l'avez d'ailleurs, c'est impressionnant. Est-ce que vous avez un recul et en même temps une projection dans l'avenir? On commence à avoir un petit peu de recul avec ce qu'on fait, et on commence à réutiliser avec un certain nombre de succès d'ailleurs, pour des femmes, et c'est toujours extrêmement agréable de ne plus faire que colliger et stocker, mais de commencer à voir les bénéfices, et de tirer un peu pouvoir tirer les bénéfices de tout ce qu'on aura proposé à ces femmes, de se dire qu'on n'est plus que dans le stockage. C'est extrêmement gratifiant pour nous, et ça nous donne envie De voir ces petits bébés. de voir ces bébés J'imagine et de qu'on vous continuer. amène, qu'on vous ramène, Et que vous voyez régulièrement, bien bien sûr. sûr, et ça nous pousse du coup à continuer, à se dire qu'on était vraiment sur la bonne voie en développement finalement cette activité qui prend énormément d'essor, mais qui vaut le coup d'être faite indéniablement. Aujourd'hui, nous avons bien compris l'importance de ce qui se passe en France et les chiffres que vous nous avez donnés. Qu'en est-il sur le plan mondial? Aujourd'hui, la France est finalement
relativement bien placée. Elle est dans les pays qui proposent, parce qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de pays chez qui c'est pas proposé cette préservation de la fertilité. Donc, on est dans le groupe de tête des, des pays qui développent cette activité. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on a sans doute une marge de manœuvre moins importante parce qu'on a des lois quand même de bioéthique qui sont beaucoup plus restrictives euh, que, ne, que celles qui peuvent être en vigueur dans d'autres pays. Du coup, notamment sur la recherche, on est beaucoup plus limité dans ce qu'on va pouvoir faire que des pays pour lesquels les lois de bioéthique sont moins importantes, même si elles existent. Hein. C'est pas des pays où on fait n'importe quoi. Les choses sont cadrées, mais cadrées avec sans doute plus de souplesse. Mon cher confrère, professeur Michael Greenberg, merci de nous avoir reçus. C'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre pour le médecin que je suis. C'est une belle rencontre pour tout le team de Live Doctors. Et c'est une très belle rencontre pour tous les téléspectateurs qui vont vous suivre et vous revoir avec intérêt. Il y a un adage qui dit que rien de grand ne se fait sans passion. Eh bien, vous en êtes aujourd'hui la démonstration. Et puis, vous êtes un fantastique porteur d'espoir. Et à cet égard, merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé finalement de participer à cette émission parce que je crois que vous faites partie des gens qui vont nous aider les hommes, les femmes, les patients à pouvoir continuer à se projeter vers cet objectif extraordinaire qui est le fait de pouvoir donner la vie. Et, euh, et indirectement, on a besoin de nous forcément, avec notre passion, on a besoin de gens comme vous pour nous soutenir et donc merci à vous.